La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, dit-on, mais cette jeunesse doit être encadrée. Pour encadrer cette jeunesse, ça demande beaucoup de moyens. Vous le savez, dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo, où la jeunesse a un rôle très important à jouer, la considération de cette catégorie des Congolais est importantissime par le gouvernement, pour le gouvernement congolais, mais justement à travers des structures et des personnes de bonne foi qui encadrent certains jeunes ici à Kinshasa, mais aussi à travers toute la République démocratique du Congo. Tout au long de cette émission, nous allons parler sur l'encadrement des dépendants des militaires, les enfants des militaires à travers cette association Bana Mapinga qui ménage aucun effort chaque jour qui passe juste pour encadrer ces jeunes avec des moyens particuliers à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, nous allons aussi revenir certainement sur quelques sujets d'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo, la vie personnelle de notre invité en ce qui concernant ce qui se passe pour ce 4e numéro de la semaine de votre émission Interface. Vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Moulonay, bonsoir à notre invité, mais également salutations spéciales à toutes ces personnes qui me suivent en ce moment. Alors, une émission bilingue justement, comme on parle de la jeunesse, on parle des dépendants des militaires, le français. À un moment, on va le mettre au calendrier grec pour parler lingala, question de rester en communion avec vous. Maître Franck et Bobo, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Ici sur le plateau, je dois commencer par Madame Sarah, bonsoir. Bonsoir, maître. Monsieur Roland, bonsoir. Bonsoir, maître. Ça fait encore un plaisir de partager ce plateau avec vous sur des sujets très sensibles et importants, partant duquel nous serons obligés de toucher notre leitmotiv qui est l'encadrement de la jeunesse. Particulièrement les enfants des hommes en uniforme, pour dire Bana ba soldat, Bana Mapinga. Voilà, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand tout part dans le sens de généraliser, vous voyez, la particularité reste importante aussi. Voilà pourquoi nous avons focalisé notre action, comme toujours, sur la question liée à l'amélioration, l'encadrement de la jeunesse des enfants des militaires et policiers. Alors, moi je suis très content de vous revoir, même si Sarah au début de l'émission elle disait que vous avez pris beaucoup de poids. Ça veut dire que tout va bien, il y a la paix. Ce qui est bien, mais d'entrée de jeu, on va commencer par votre association. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de l'association Bana Mapinga. Après juste ces tournois à Fatih Béton que vous aviez organisé au terrain Kangala du camp Kokolo pour la 2e édition, l'association Bana Mapinga aujourd'hui, comment se passent les choses, quelle est la santé de cette association et puis les enfants des militaires que vous encadrez à travers beaucoup des initiatives que vous initiez, permettez-moi la tautologie, comment ça se passe, maître? Ok, des prime abord, nous vous répondrons en disant l'association se porte bien. Bana Mapinga, c'est une association qui englobe les enfants des hommes en uniforme, c'est-à-dire habitant les camps partout dans la République démocratique du Congo. Nous avons réussi cette mission, je dirais d'abord une vision prophétique de pouvoir œuvrer dans ces cadres-là, chercher comment orienter nos actions sur la remise sur la ligne des enfants des soldats. Quand on parle de la remise sur la ligne, nous voyons les comportements, l'image qui a été autrefois ternie. Bana ba soldat ba voyou, bana ba soldat ba mal éduqué consort. Nous étions obligés de chercher comment les remettre dans les rails. Et puis nous disons, comme chaque année, cette année encore, au regard de nos programmes, nous démarrerons dans notre calendrier et nos actions qui vont s'en suivre après la compétition que nous organisons dans chaque vacances qui est le tournoi Fatih Béton. Après la fin, nous avons pris un moment de repos pour se lancer dans notre activité.
vite que nous œuvrons sur c'est-à-dire l'éradication des antivaleurs dans les camps, comme ce qui est notre combat, parce qu'on s'est mis dans ces lignes-là de combattre les phénomènes Kuluna. Aujourd'hui, dans les camps, nous avons compris qu'il y a, je dirais, la montée en puissance de ces phénomènes, et c'est partout dans les camps. Et voilà, après avoir croisé les bras, nous avons compris que nous avons intérêt de faire quelque chose dans les camps par rapport à cette activité-là. Voilà pourquoi, avec les amis, nous avons pensé à créer une brigade d'anti-Kuluna, c'est-à-dire mettre en concurrence tous les jeunes capables de pouvoir apporter leurs solutions dans les combats contre les Kuluna dans les camps, et voir dans quelle façon on peut aller dans le sens des concours de force et penser avec des stratégies en place comment éradiquer ou combattre les Kuluna, pour ne pas dire éradiquer, car c'est la mission, et la mission revient au gouvernement. Voilà. Mais est-ce que cette initiative de créer une brigade Kuluna, comme vous venez de le dire, est-ce que ces actions sont soutenues par nos autorités politique, soit vous vous dites carrément que c'est du bénévole, on le fait juste pour aider la jeunesse, mais puis si et seulement si cela n'est que du bénévole, en quoi est-ce que cela vous bénéficie? Ok. Vous savez, c'est chaque fois que nous passons sur vos plateaux d'émission, nous martelons sur les points que dans notre part, on ne peut pas croiser les bras. Parce qu'on dit le développement, l'évolution commence d'abord à la base. Et nous, à la base, on réfléchit sur ce qu'on peut faire. Moi, à un moment, je m'étais dit, non, je ne peux plus continuer dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop des intercales, trop des empêchements qui nous freinaient dans l'évolution. Je peux dire même les faits récents. Après l'organisation du tournoi Banamapinga, les tournois Fatih Béton, Banamapinga, cette fois-ci 0 Kuluna dans les camps. Vous avez compris, juste après ces mouvements des engorgements des prisons, et on a connu encore les réalités des combats entre quartiers, c'est-à-dire Kuluna, le fait des combats entre Kuluna, et du coup directement les autorités des camps ont dit non, si ces phénomènes refait surface, c'est parce qu'il y a un jeune qui organisait un tournoi contre les Kuluna. Alors moi je ne savais pas, j'ai essayé d'essayer à exposer mon combat, à dire en réalité que moi je suis parmi, dans notre organisation, nous dénonçons le fait de l'existence du Kuluna dans les camps. Et nous n'avons pas tous les mécanismes, soit nous n'avons pas tous les moyens pour éradiquer les phénomènes Kuluna dans les camps. Mais au moins le fait pour nous de dénoncer va au moins inciter l'autorité compétente de pouvoir agir sur ce qui se passe en réalité. Et voilà pourquoi nous avons placé notre limite sur ces points. Et quand on a essayé de penser sur ça, et du coup on a dit on ne peut pas évoluer, il y a des empêchements, et voilà. Nous dans notre part on fait l'effort de faire quelque chose, mais on écrit, on sollicite les organisations. Et la réalité, c'est sur le plan pratique, nous n'avons pas la facilité d'atteindre les niveaux que nous passions. Voilà. Alors, on doit donc dire que vos initiatives ne portent pas ses fruits. Parce que vous venez de dire que c'est vrai qu'il y a eu cette initiative Zero Kuluna, mais vous avez connu un retour de bataille entre jeunes du quartier. Ouais, les fruits, on peut en avoir que lorsqu'il y a un soutien. Donc, puisque vous n'êtes pas soutenu, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de changement. Certainement, parce que notre action consiste à dénoncer et à sensibiliser. Nous dénonçons qu'en réalité, il existe les Kuluna dans des camps. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez les camps, vous allez comprendre qu'il y a
les Américains, les Arabes, voilà, les généraux et consorts partout. C'est-à-dire c'est toute une organisation des Kuluna telle qu'elle se représente. Alors, sur le plan pratique, vous allez comprendre que nous sensibilisons contre ces phénomènes. Alors, dans notre part, nous voyons que la mission touche à sa fin. Mais il revient à l'autorité compétente de pouvoir soit s'associer à nous, même par les biais de nos demandes, parce qu'on écrit à tout moment, s'associer à nous et voir l'intérêt dans notre action et pouvoir mettre la main sur ce que nous faisons. Et là, on va aboutir. Aucune autorité ne s'est jamais manifestée? Malheureusement, on fait tout pour qu'ils réagissent, mais en réalité, les sorts, les malheurs sont toujours jetés sur nous. Est-ce que le fait qu'ils ne réagissent pas peut vous pousser, vous, à abandonner cette initiative, puisque vous n'êtes pas soutenu? Moi, je l'ai dit, s'aligner derrière les combats, l'encadrement de la jeunesse, c'est une mission que j'ai réussi. Malgré les difficultés, on ne peut pas abandonner. Nous, on dit, pas aujourd'hui, soit demain, il y aura une autorité qui va reconnaître ce que nous faisons et automatiquement, elle va s'aligner. Parce que, moi, je l'ai dit, les camps aujourd'hui sont devenus incontrôlables. Dans quel sens? Je prends l'exemple des camps Kokolo, qui a été construit pour 45 000 habitants. Aujourd'hui, nous touchons 200 000. Vous voyez? Alors, avec cet exode rural, ça ne permet pas que l'autorité puisse avoir le contrôle de tout. Parce qu'il y a des maisonnettes créées. Si au moins on parle de maisonnettes, ça a moins l'essence. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler. Mais au moins, vous allez constater que les places qui occupaient des personnes aujourd'hui, c'est 10 personnes. Donc, c'est un peu bizarre. Et l'autorité n'a pas le contrôle sur tout. Alors, question de sensibiliser, de mettre la jeunesse dans sa conscience. Et c'est la jeunesse en question qui peut contrôler son action sociale. Avons-nous une jeunesse consciente? Moi, je l'ai dit, parmi 10, il y a toujours l'exception. On peut dire que tout le monde est moins conscient, mais au moins, il y a la conscience. La conscience aussi, on l'entretient. On l'entretient en disant, vous voyez, dans la société, l'homme parfois innocent, il est la conséquence de l'orientation sociale. Donc c'est un peu ça. Okay. Alors, Maître Franck, moi, j'ai toujours l'habitude de sillonner, de venir au... J'ai vu beaucoup des choses, voulais-je dire, qui se passent au camp, les comportements des uns vis-à-vis des autres, parce que j'ai assisté par exemple à cette deuxième édition du tournoi Fatih Béton, Banamaping organisé par votre association. Pour vous, normalement, les camps devaient être comment? L'image des camps. Comment les gens devraient appréhender l'image des camps? Et aujourd'hui, selon vous, comment les gens appréhendent les camps? Comment les gens voient les camps? Ok. Quand on dit parmi nos objectifs, il y a aussi de redorer l'image ternie autrefois des enfants des militaires et policiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, avant, historiquement, l'armée, c'était les liés de la discipline reconnue et automatiquement les enfants ou les familles des hommes en uniforme devaient refléter la discipline telle qu'imposée par l'armée à leurs parents. Donc, dire quoi? Parce que nous avons grandi dans des camps, s'il existait où la discipline était observée du début à la fin, c'était les camps. Parce que moi je trouve si je dirais la pratique si des salons, si aujourd'hui même dans la cité ça devient un peu difficile, mais dans les camps je crois ça commence à et donc limoué bakalaté. Donc pour dire toutes les disciplines existantes permettant à la société de bien évoluer au camp, ça existait. Même les enfants des militaires et policiers étaient les enfants les reconnus plus polis, bien encadrés, très intelligents. Parce que quand vous sillonnez les écoles qui environnent les camps, vous allez comprendre que les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants ont toujours été les enfants des hommes en uniforme. Le problème, c'est l'encadrement. Le problème, c'est aujourd'hui,
les guerres qui caractérisaient l'action militaire n'existaient pas. À commencer par l'armée elle-même, jusqu'aux familles des dépendants des militaires et policiers. Par là, qu'est-ce qu'on veut dire? On ne veut pas dire que l'armée est démissionnaire ou les autorités de l'armée sont démissionnaires. On veut dire tout simplement que leurs actions ne sont plus efficaces. Ils doivent rentrer, revoir, aller même dans les assises pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider encore les dépendants, les hommes en uniforme de pouvoir reprendre leur niveau de vie. Moi, je l'ai dit autrement, autrefois, je l'ai dit plus tôt, vous voyez, toutes les structures susceptibles d'encadrer les enfants des militaires, de former les enfants des militaires, ne sont plus actives. Aujourd'hui, j'ai dit pourquoi ces structures ne sont plus actives. Ce sont des questions que nous-mêmes nous posions aussi. Que les autorités de l'armée doivent aussi se poser. Voilà pourquoi je l'ai dit, l'action n'est plus efficace. Quand je dis, c'est-à-dire j'englobe les tout, sur tous les points, même sur le plan social des enfants, des familles des militaires, des dépendants des militaires et des militaires eux-mêmes. De leur famille, c'est-à-dire la prise en charge telle qu'elle a été reconnue n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a même pas de bourses. Moi, j'ai dit d'ailleurs merci à l'avènement de la gratuité de l'enseignement, la concrétisation telle que nous a été présentée par le président de la République. La gratuité est là. Aujourd'hui, les enfants des militaires étudient dans des conditions aussi bonnes. Mais en réalité, sur le plan pratique, sur le plan professionnel, les enfants des militaires qui ont raté l'éducation pendant tous ces temps où nous avons crié, nous tous, la détériorisation des conditions peut-être de vie au sein des dépendants des militaires. Aucune formation, même les bourses qui sortaient autrefois pour encourager les études des enfants des militaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de bourses pour les enfants des Il n'y militaires. a rien, c'est-à-dire sauf qui paient dans des camps. D'où la seule emploi disponible pour les enfants des militaires et policiers aujourd'hui, c'est adhérer l'armée, adhérer la police. Moi, je trouve que demain, nous aurons des problèmes au sein Pardon, maître, je vous lance. Ça veut dire aujourd'hui la réalité que beaucoup des enfants des militaires intègrent au sein de l'armée. Ils suivent leur père, certainement pas par vocation, mais parce que ils sont contraints de les faire. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas un bon encadrement. C'est la seule chose qui leur reste. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, l'armée n'est pas une profession à vocation. Je me souviens à l'époque, honorable Jean-Marc Abounda posait la question à l'Assemblée nationale de savoir qui des députés pourra accepter que son enfant puisse adhérer à l'armée. C'est une question qui nous a révolutionné à l'époque pour dire aujourd'hui l'armée n'a plus son image. Si l'autorité civile parvient à dire cela, c'est-à-dire il n'y a aucune organisation au sein de l'armée, mais au moins les enfants des militaires sont condamnés à y adhérer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Même quand on s'est battu pour étudier, les opportunités d'emploi aujourd'hui requièrent des recommandations, des connaissances et consorts. Et nous, la connaissance, c'est l'armée, la connaissance, c'est la police. C'est-à-dire quoi? Par ricochet, on va intégrer et l'armée et la police, c'est tout. Maître Franck, vous dites que les militaires devraient reprendre un certain niveau de vie qu'ils méritent. Et vous faites allusion à quoi lorsque vous parlez de ça? Est-ce que ne sont-ils pas bien payés, soit ils sont négligés, ou pourtant actuellement on voit plusieurs jeunes qui aimeraient vraiment adhérer l'armée. Moi j'en connais plusieurs en tout cas. Merci beaucoup. Quand je dis que la profession de l'arme devrait être, je dirais, améliorer les conditions de la profession de l'arme, c'est-à-dire, vous savez, ce qui touche un militaire, à la fin du mois, on appelle ça solde. Solde, c'est la soustraction de toutes les dépenses, de toutes les charges
et ce qui reste, c'est la solde. Par là, je vais dire quoi? Je vais dire, un militaire est à l'aise lorsque tout de lui est pris en charge. Tout de lui est pris en charge, en commençant par sa tenue vestimentaire, sa famille, son entourage, son encadrement, son évolution même psychologique. Aujourd'hui, même à l'armée, pour avoir une formation, il faut avoir la connaissance. Même formation, auto-école et consort. C'est un peu bizarre. On ne peut pas adhérer à l'armée et ne rien savoir comme métier. C'est-à-dire, le métier, c'est d'abord ce qui rend un homme autonome. Et quand on ne maîtrise pas tout ça, quand on n'en a pas tout ça, la conséquence c'est quoi? Et nous sommes en train de fustiger parfois le fait qu'aujourd'hui, un militaire n'est plus à l'aise dans l'exercice de sa mission. Pourquoi? Parce que on ne peut pas prendre les serments de défendre l'intégrité territoriale, aussi penser à comment tu peux faire pour aller payer les minervales de ton enfant. Chercher comment, où est-ce que tu peux avoir l'argent pour acheter les habits pour ton enfant, pour encadrer ton enfant, pour que demain ton enfant puisse être docteur, avocat, ingénieur. C'est-à-dire, un militaire, quand il réfléchit sur tout ça entre ses mains, il a l'arme. Vous savez tous la conséquence. Vous savez tous la conséquence. Alors, il reviendrait à l'armée, aux autorités même civiles, de pouvoir mettre un soldat dans son état pour permettre qu'il puisse bénéficier de tous ses droits ainsi que ses dépendants. Voilà. Mais c'est sur base de quoi que le jeune préfère adhérer à l'armée si la condition ou les conditions de vie ne sont pas bonnes? Vous savez, les contextes sociaux aujourd'hui ne donnent plus à chacun de nous les pouvoirs de prendre des décisions autonomes. Par là, je vais dire quoi? Parfois, il ne faut pas jeter les pierres sur ceux qui adhèrent à l'armée aujourd'hui. Ils le font parce que, vous savez, avec les 90$ qu'ils prennent à la fin du mois, ça peut aussi vous aider à faire d'autres choses. Mieux vaut ça que rien. Du coup, ils se disent que adhérons quand même à l'armée pour tenter une chance. Sur le plan économique, moi je suis né au camp Kokolo, grandi au camp Kokolo. Je n'ai jamais été ailleurs. Et je vous dis, 90% de mon entourage qui a adhéré aujourd'hui à l'armée, l'élément qui leur motive, c'est l'élément économique, c'est-à-dire la pauvreté. Quand on n'a rien, on ne sait quoi faire. Il était là, avec l'espoir, il étudiait, il était intelligent. À un moment de la vie, il n'y a rien, il n'a plus l'argent pour la continuité de ses études. Et directement, il a engrossé parce qu'il est au camp. La proximité favorise parfois la proximité des maisons, la promiscuité des maisons favorise aussi l'effet de l'approche, voilà, qui parfois produisent beaucoup de conséquences. Il engrosse une fille et aujourd'hui, demain, il a des enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Aller au chantier, commencer à gagner 4 et 5 000 francs la journée, ou soit je pars à l'armée carrément, j'aurai 90$, et parfois, si c'est à la police, j'aurai un détachement, j'aurai encore 100$, ça va me permettre de vivre. Mais puisque ce n'est pas une passion pour eux, c'est juste parce qu'il n'y a pas un boulot ou par manque d'emploi. Ce n'est pas la raison pour laquelle on retrouve très souvent des Koulouna aussi dans l'armée. Parce que là, vous dites que la condition de vie, le boulot est difficile, nanana, tout ça. Et est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on retrouve aussi des Koulouna? Voilà pourquoi nous sommes en train de réaffirmer que notre armée connaîtra des problèmes à la longue. Pour dire, d'abord, les recrutements ne se font plus comme c'était en avant. Et aujourd'hui, les recrutements se faisaient comment avant? Avant, oui. J'ai pas de... C'est-à-dire, il faut d'abord être une personne de moralité irréprochable au moins. Vous voyez? Une moralité au moins moins réprochable, aussi capable de pouvoir servir l'armée dans quelque chose. Aujourd'hui, on récupère les enfants dans des quartiers pour essayer de les placer au sein de l'armée. C'est-à-dire l'armée a besoin
de tout prendre et ne tiennent pas compte de son avenir. Moi, je dis, si l'armée veut sauver la vie de tous ces jeunes-là, aujourd'hui, c'est les réinsérer socialement. C'est-à-dire qu'ils puissent bénéficier d'une formation qui, parfois, à la longue, pouvait leur permettre d'être autonomes dans ce qu'ils vont faire. En dehors de tout ça, quand on ne sait rien faire, même quand on est dans l'armée, on est toujours un élément de la société. Tu peux toutefois constituer un danger pour la société. Un militaire qui est dangereux pour la société n'est pas exclu dans la sphère sociale. Donc, il peut toutefois poser ses actes et des habits dans la société. Voilà, c'est comme ça. Et l'État doit se rendre compte qu'un militaire qui n'est pas bien pris en charge, qu'il a arme entre ses mains, c'est un danger social c'est un danger pour la société. Alors, maître, vous avez revenu surtout, vous avez expliqué les contenus de ce qui se passe, c'est ce que vous avez toujours l'habitude de faire, mais on est en train de chiter avec l'émission, on va chiter avec les propositions. Au vu de ce que vous avez remarqué au niveau du camp, au vu des engagements qui aujourd'hui dans l'encadrement de ces jeunes, même si vous le faites avec les moyens personnels, mais si aujourd'hui il faut que vous puissiez faire des propositions au gouvernement pour que les choses, pas seulement au gouvernement mais aux autorités de l'armée, pour que les choses puissent changer, les choses puissent revenir comme ça s'est passé avant. Vous allez dire quoi? Quelles sont les propositions aujourd'hui, bien les solutions pour d'une manière général, premièrement, essayer, si pas d'en finir avec les phénomènes Kuluna au sein du camp, mais les diminuer à défaut, mais aussi faire la main en coupe avec cette histoire des bourses et d'autres choses, question de mettre les enfants des militaires dans de bonnes conditions et question aussi de permettre à leurs parents de continuer à servir la nation congolaise. Ok. Comme ça a toujours été dans notre coutume de penser sur les suggestions au regard de tout ce qui se passe sur l'encadrement de la jeunesse et consorts. La question liée à la suggestion, nous allons répondre à Dijon. Vous savez, même les phénomènes Kuluna, c'est une réponse sociale. Quand je dis réponse sociale, c'est réponse sociale par rapport à une question qui a été posée. Vous savez, des questions de la pauvreté, des questions des manques d'encadrement, de manque d'occupation, tout ça produit ce que parfois la société n'arrive pas à bien digérer. Exemple du phénomène. Moi, je vais dire quoi? Vous savez, par rapport aux enfants des hommes en uniforme, aujourd'hui, il y a même des lois qui reprennent les avantages sociaux des enfants des militaires et policiers. Les lois sur la forces armées et consorts, les forces armées et consorts. Vous allez voir qu'il y a les avantages sociaux reconnus aux enfants des militaires. Par là, vous allez retrouver des bourses, des redevances et consorts, des formations. Pourquoi ne pas signer même, créer même un partenariat avec les structures de formation comme INPP, pouvoir commencer à prendre en charge les enfants des militaires, ne serait-ce que à la charge du gouvernement, commencer à c'est-à-dire recruter dans chaque séance des enfants des militaires et policiers, former dans un métier qui pourrait à la longue les pousser à être autonomes et les aider à avoir une résection escomptée, voilà. Et ça serait important. Aussi, penser aussi aux structures qui œuvrent dans l'encadrement de la jeunesse et penser parfois faire les tables rondes avec les jeunes, tirer des questions importantes sur l'encadrement de la jeunesse et voir. Parce que l'avenir d'un pays, c'est entre la main des jeunes. Si aujourd'hui on n'arrive pas à bien encadrer la jeunesse et que nous parvenons à avoir beaucoup des ratés sociaux, je veux dire que demain, le pays n'aura pas un bon avenir. Voilà, c'est ça. Alors, maître, avant de nous
la parole pour la conclusion. J'aimerais aussi que vous puissiez commenter les actualités du pays. Vous savez, aujourd'hui, c'est débat qui s'est fait quant à la modification au changement de la constitution de la République démocratique du Congo, la proposition sur le budget 2025 au sein de l'Assemblée nationale, la manière de travail de certains ministres après les 100 jours du gouvernement à Toluca. Aujourd'hui, si beaucoup pensent qu'il n'y a pas à espérer, il ne faut pas accorder un bénéfice des doutes à ces gouvernements, d'autres par contre restent positifs devant ces actualités-là, toutes ces actualités, surtout en ce qui concerne le changement de la Constitution ou bien la modification. Votre réaction à chaud? Ok, c'est une question d'actualité qui ne peut pas aussi nous échapper, mais au moins on peut toutefois dire mot sur ce qui se passe. Vous savez, la constitution de notre pays telle qu'est présentée a été et les fruits parfois des sacrifices de tout un peuple. Je ne partage pas la question des pour ou contre, mais au moins je place mon analyse centriste pour dire si réellement la question primordiale de ces pays c'est le changement de la constitution, alors tant qu'un citoyen, je dirais, les autorités ne comprennent pas ce qui se passe en réalité. Parce que je ne vois pas si aujourd'hui on modifie même tous les articles de la Constitution, demain on va construire des routes, demain on va avoir les bateaux de pêche, demain on va avoir l'encadrement de la jeunesse. Donc tout ça, la Constitution ne prévoit pas ça. La Constitution aide les pays à être stables. C'est les socles, la clé de l'arsenal juridique au sein de notre pays. Mais les questions sociales font pénir la population, la Constitution ne peut pas les changer. Ça veut dire quoi? Les autorités parfois politiques ne reflètent pas ce que la population attend d'elle, pour dire si aujourd'hui ils vont soulever la question des changements de constitution, modification et consorts, moi je l'ai dit, comme je viens de le dire, qu'ils ne sont pas en réalité conscients des plaies de la population. La population veut quoi? La population veut qu'aujourd'hui il y ait des hôpitaux. La population veut qu'il y ait de la nourriture, des bateaux de pêche, qu'on puisse construire des routes. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des questions, des grandes questions à l'importance sociale, parfois les mettre au centre, au lieu de mettre des questions qui vont encore chercher à faire couler des sangs pour rien? Parce que déjà, aujourd'hui, le Congo, si le Congo a réussi à avoir la constitution, c'est-à-dire, c'est au prix des sangs de plusieurs Congolais. Aujourd'hui, plusieurs Congolais ont laissé ce monde à cause de ça. Et voilà, aujourd'hui, les autorités prennent encore à la légère cette question. Moi, je vous assure aujourd'hui, prenez-moi comme un prophète. Ça commence toujours par les mots. Comme la guerre partout dans le monde commence par la guerre communicationnelle. Et demain, c'est les sons. Et si les autorités ne prennent pas en compte les desiderata, les problèmes, les grands problèmes que la population attend du gouvernement et qui se met toujours à réfléchir sur la constitution, je vous assure que même ton ami qui est le plus proche sera contre toi. C'est-à-dire quoi? On est ensemble. Ne pensez pas que mon ami qui est le plus proche pense toujours qu'aujourd'hui, si on touche la constitution, moi je vais commencer à te voir. Il peut changer à devenir ton ennemi. Pourquoi? Parce que lui, il a perdu une personne de valeur à cause de cette constitution et il ne peut pas te laisser toucher ça comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire, moi je vais demander à tous les Congolais de pouvoir pousser les gouvernements et nous parler des questions à caractère qui vont nous aider à se développer et non qui vont encore nous faire reculer comme des changements de la constitution et consorts.
Alors, Maître Franck, vous continuez l'émission justement. Et la dernière question, vous savez, on a quand même une ministre de la Jeunesse ici qui devrait jouer un rôle très important. C'est d'ailleurs quand elle était nommée, les présidents comptaient beaucoup sur cette dame-là. Aujourd'hui, sa manière de travailler, d'une manière particulière, comment vous trouvez cette ministre? Est-ce que la jeunesse congolaise peut-elle accorder un bénéfice de doute à cette dame Noëlla dans sa manière de travailler? Comment vous la trouvez avec son prédécesseur? Et puis vous concluez directement l'émission. Oui, là il fait dire, vous savez, nous avons un gouvernement bien sûr, mais notre gouvernement n'est pas encore opérationnel. Parce que moi jusqu'alors, à part ce que nous voyons avec la justice Constant Moutamba, son excellence Constant Moutamba, les restes, je n'ai jamais vu encore une action à la hauteur des attendements de la société. On doit être très clair. Parfois on attend avec la nouvelle loi sur le budget 2024, et si peut-être chacun se trouve dans son assiette parfois demain ou après-demain, il y aura des actions de grande envergure. Mais aujourd'hui, je ne peux encore rien juger, je peux parler des personnes parce que je n'ai jamais vu au moins une action de grande envergure provenant de la ministre de la Jeunesse. Voilà. Je ne vais pas parler, critiquer son action parce que c'est ce qu'on attend, voilà, c'est important. Alors, vous continuez l'émission, Maître Franck. Ok, merci. Ça a été un réel plaisir de partager ces plateaux avec vous. Aussi, un élément important, s'il faut ajouter, serait la politique pénitentiaire telle que voulue par les nouveaux de la justice congolaise, son excellence Constant Moutamba. Vous voyez, la mission de la prison parfois, c'est aussi l'éducation, la rééducation et la réinsertion des détenus. Avec tout ce qu'il est en train de faire, je vous dis, les conséquences, c'est parfois la population. Parce que quand la société met à l'écart pour rééduquer et puis resocialiser. Et quand parfois un prisonnier n'a pas profité de la rééducation, de la prison, il n'est pas réinséré, je vous assure que son demain sera toujours criminel. Son demain sera toujours criminel. Et nous avons peur parce qu'aujourd'hui, après les vagues de libération, les camps connaissent encore les problèmes des colonnes. Je vous assure qu'il n'y a pas moins parce que là-bas aussi, plusieurs personnes venant de la prison. Voilà. Franck et Boubou, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci Daniel, c'était un plaisir. Merci à vous Maître Franck et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci. À demain 16h pour les derniers numéros de cette émission. Restons-nous toujours fidèles, que vive la République, vive la RDC.